Cet après-midi, dans Mille et une vies, nos invités évoqueront avec nous les raisons qui les ont poussés à disparaître du jour au lendemain. Je dois partir parce que c'est plus possible, j'ai l'impression que je suis dans un train qui va dérailler. Depuis plusieurs jours, Ralph prépare minutieusement sa disparition. Le 14 février 2014 au petit matin, il met son plan à exécution. La lettre est sur le bureau, j'écris pardon sur le mur de ma chambre avec de la peinture et je m'en vais, direction la frontière luxembourgeoise. Mal dans sa peau, Ralph rêve d'horizons lointains. Le jeune homme apprend à vivre au jour le jour. On est devenu un sans-abri qui doit survivre. Je sais ce que c'est dormir dehors, c'est horrible. Boulimique de travail, Betty quitte son mari et ses enfants sur un coup de tête. Le début d'un long calvaire. Presque 5 jours sans boire et sans manger, c'est normalement pas possible. Les pompiers arrivent et puis on m'emmène à l'hôpital et là je suis directement perfusée. De son côté, Pascal, le mari de Betty, oscille entre sanglots et espoir. Avec son fils aîné, il va tout mettre en œuvre pour retrouver sa femme. Avec Julien, je me décide de longer une rivière qui passe pas loin de chez nous, en me disant, pourvu que je trouve pas de sac, c'était vraiment noir dans la tête. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes you got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. En France, chaque année, plus de 13 000 personnes adultes disparaissent. Enlèvements, crimes, accidents, mais aussi des hommes et des femmes qui font le choix de tout quitter du jour au lendemain. On les appelle les disparus volontaires. Alors, qui sont ces personnes qui partent sans se retourner? Quelles sont leurs motivations? Comment les proches vivent-ils cette absence? Et puis, comment trouver la force de revenir quand on a tout abandonné? Des questions essentielles auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Ralph, c'était le 14 février 2014, à 3 h du matin. Vous avez fait un choix, c'était celui de disparaître. On verra pour quelles raisons et comment. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je pars, je monte dans ma voiture, je me dirige vers le Luxembourg et je rentre dans une forêt. J'incendie mon véhicule et voilà, je m'enfuis. Et vous êtes parti pendant 1 an et 3 mois. Voilà, on verra ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an et 3 mois? Et pourquoi vous êtes revenu? En tout cas, merci d'être là parce que ce sont des témoignages exceptionnels. Il y a un mystère autour de cette situation finalement, parce qu'on pense souvent aux gens qui attendent, qui espèrent, et on a rarement le témoignage de ceux qui ont vécu cette aventure. Betty, avec Pascal, vous êtes voilà, ensemble depuis 20 ans. Vous avez des enfants, vous avez fait 3 enfants ensemble, vous en avez 4 en tout. Et pourtant, alors que tout semblait aller bien de l'extérieur, à un moment donné, vous aussi, vous avez disparu. Oui, j'ai disparu parce que je me suis retrouvée à un carrefour de ma vie où je ne savais plus quelle direction prendre. J'étais en train de faire un burn-out et je suis partie... Sans trop savoir où vous alliez. Voilà, sans trop savoir où j'allais et surtout sans trop savoir ce que j'étais en train de faire et notamment mettre ma vie en danger. Mmh. Et donc, Pascal, vous, à ce moment-là, voilà, Betty disparaît et quel scénario on se fait dans la tête? C'est la peur, aussi c'est qu'on commence à se poser plein de questions, parti soit de chez sa mère, pourquoi pas, ou une amie, et plus le temps passe, et là on s'angoisse. On imagine le pire. Ouais, exact. Avec nous, Maître Richard, Cathy Richard, vous êtes avocate. Oui. Et c'est vrai qu'on va se poser plein de questions tout au long de ces récits, parce qu'au fond, les adultes majeurs ont le droit à l'oubli, le droit de disparaître. Et puis on se met aussi du point de vue des familles qui ne savent pas si la personne a décidé de disparaître ou si c'est passé quelque chose de grave. C'est quelque chose de très complexe en fait. Oui, tout à fait. On distingue déjà les disparitions inquiétantes de celles qui ne le sont pas. Donc, alors si du côté des familles, on a entre guillemets la chance d'être du côté d'une disparition inquiétante, on peut avoir l'oreille des services enquêteurs. En revanche, si on est dans le cadre d'une disparition qui n'est pas jugée, qui n'est pas définie comme inquiétante, et c'est très subjectif cette définition d'inquiétante, dans ces cas-là, on est seul. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la parole exceptionnelle de ceux qui font le choix. Effectivement, on verra à quel point c'est un choix, d'ailleurs conscient, en tout cas de disparaître. Alors Ralph, vous grandissez dans une famille où il y a de l'amour. C'est exact, oui. Vous êtes quelqu'un qui se voit timide pendant longtemps, en tout cas. C'était un gros problème, la timidité, quand j'étais petit, ouais. Mais aussi quelqu'un qui pouvait devenir assez rieur, assez amusant.
L'amuseur, quand j'avais mes repères, quand j'étais dans un contexte qui me mettait à l'aise. Quand vous êtes adolescent, est-ce que cette timidité s'arrange? Non, parce qu'il y a eu un peu comme on a déménagé, ça a changé d'environnement radicalement et je sais bien que j'ai eu du mal à recréer des liens avec les amis. Et je me rappelle, j'étais très très renfermé. L'adolescence, ça n'a pas été une belle période. Alors, quand vous avez 22 ans, c'est un peu la conjonction des événements. On verra ce qui s'est passé. D'abord, sur le plan sentimental, vous êtes très très amoureux, mais c'est pas réciproque. C'est un facteur déclenchant, c'est le coup de foudre pour quelqu'un avec qui rien ne sera possible. Et puis, alors, dans cette période-là, vous avez fait des études, graphisme, mais c'est assez bouché. Et vous cherchez du travail, c'est difficile. Vous envoyez 600 lettres. 600, oui, c'est ça, c'était un chiffre officiel. Je me rappelle en tout cas envoyer par jour plus de 20 candidatures et être face à un silence. Et, voilà, on se sent inutile, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, vous êtes à nouveau chez vos parents, du coup. Et forcément, quand on a 22 ans, qu'on est chez ses parents, ça se passe, il y a des tensions, c'est ça? C'est pas facile, hein, c'est un âge où on a envie de partir, de créer sa vie, de voler de ses propres ailes. Et j'étais paralysé dans une situation qui finalement, petit à petit, ça vous ronge, ça vous... Vous sentez englué, en fait. Voilà, englué. Avec le recul, vous diriez que c'est quoi? C'était de la dépression? Ah, je suis tombé en dépression, là. Après le coup de foudre, à 22 ans, là, c'était clairement, je plongeais. Le moral rapidement dégringolé. Voilà, mon quotidien était balancé entre l'espoir et le désespoir. Alors, l'espoir, c'était les rêves. On veut une vie, être aimé, avoir un chez-soi, secret forger une place dans la société. Tout ce dont je n'avais pas. Et puis, avoir quelqu'un. Et, ça, c'est l'espoir et les rêves. Et le désespoir? Désespoir, on n'y arrivera pas, tout simplement. Et arrivent lentement des idées suicidaires, et la volonté de partir, en tout cas. Mmh. Et donc, il y a un film qui s'appelle Into the Wild, réalisé par Sean Penn, tiré d'une histoire vraie, où on voit un jeune qui quitte un peu la communauté des hommes, des êtres humains, pour aller fuir comme ça dans la forêt. Il se trouve que dans le film, je le dis parce qu'il est sorti il y a longtemps, et il meurt à la fin, mais presque accidentellement, parce qu'en fait, il mange des fruits dans la forêt qui sont dangereux. Donc, c'était pas sa volonté de mourir. Qu'est-ce que vous voyez dans ce film, et qu'est-ce que ça va provoquer dans votre tête? Ça m'a beaucoup inspiré. C'est un film que j'ai vu beaucoup de fois. C'était un de mes grands classiques. Et je voyais ça un peu comme le mythe de la liberté suprême, partir, qui m'a beaucoup plu. Et je l'ai petit à petit adapté à moi-même. Voilà. Donc on verra effectivement comment vous avez mis en place votre disparition. On pourrait presque dire mise en scène, mis en place. En tout cas, vous nous direz quel regard vous portez aujourd'hui et ce qui vous est arrivé. Betty et Pascal, avant de parler effectivement de cette disparition, on va parler de votre rencontre. Donc une rencontre amoureuse, 3 enfants, un métier passionnant. Vous êtes très occupée. Oui. Mais au travail, on m'appelait Madame Toujours Plus. Et en fait, c'était un petit peu le résultat de... Voilà, contrairement à Ralph, les choses ne se sont pas du tout bien passées pour moi dans mon enfance, puisque je n'étais pas désirée, et puisque je vais passer par toute une série d'étapes très difficiles, violence, attentat à la pudeur, maltraitance, racisme, moquerie, enfin bref. Ce qui va provoquer quoi en vous, en fait? Une très mauvaise image de moi. Je ne suis pas digne de respect, je ne suis pas digne d'amour, et je tombe d'ailleurs finalement dans la violence conjugale pendant 6 ans, où j'aurai mon premier enfant, Julien. Avant de rencontrer Pascal. Voilà. Il arrive dans ma vie, c'est comme une résurrection. Donc on se rencontre dans une discothèque, il y a quelque chose qui se passe, il y a une alchimie qui se passe. Bon, finalement, on rentre à 6h du matin, il prépare le petit déjeuner, moi je vais rechercher Julien qui est chez une gardienne, et on déjeune tous les 3, comme si on avait toujours été tous les 3. Enfin, il se passe quelque chose que c'est difficile à expliquer, mais on est bien tout de suite ensemble. Mais il habite à Paris. Sur Paris, moi, j'habite à Namur. Et c'est très bien comme ça, parce que moi, j'ai été très, très abîmée. Et Pascal a vraiment pris le temps de m'apprivoiser. J'étais un oiseau blessé. Et puis, on a donc 3 autres enfants ensemble. On décide de faire un bout de chemin. Et là, je commence ma reconstruction. J'ai repris des études
parce que je voulais me convaincre que j'étais pas cette incapable comme on m'avait traité pendant des années, que j'ai réussi. Et donc au travail, chaque fois, je voulais montrer que j'étais capable. Donc au niveau du travail, je suis bien occupée. Au niveau de la maison, je suis bien occupée. Je te donne un petit coup de main quand même. Bien sûr. Et donc à ce moment-là, ce qui va expliquer ce burn-out et puis cette perte de repères, c'est qu'à un moment donné, vous voulez être à la hauteur sur tous les fronts. Et c'est là que mon problème, c'est que je confonds dépression et burn-out. Parce que tout va bien dans ma vie. Donc je ne suis pas du tout en dépression. Bien au contraire, j'en veux. Mais je dors 3 heures par nuit, je suis en train de m'épuiser. Et c'est ça le burn-out, c'est un épuisement physique. Enfin aujourd'hui je le sais, mais à l'époque... Voilà. Donc à ce moment-là, vous ne le savez pas. Je ne savais pas. Et il y a des petits signes quand même, c'est que vous endormez au volant. Ah oui, il y a des... Voilà, je m'endors au volant, je manque de me faire percuter par un bus. Un jour, je veux aller conduire mes enfants, je suis complètement désorientée, je me trompe de chemin, il me faut 1 heure pour rentrer chez moi. Et puis, en fait, le déclenchement, c'est une petite dispute avec Pascal. Donc, on se prend la tête parce que on doit aller déjeuner avec son papa, qui est malade. Et donc, comme je sais qu'on va passer l'après-midi en famille, je vais en profiter pour répondre à mon courrier. Évidemment, ça prend plus de temps que prévu. Je suis pas encore prête. Pascal s'énerve. On va être en retard. Et là, tout à coup, je me dis, ah non. J'ai ce sentiment de me retrouver de nouveau face à un homme qui se fâche sur moi. Donc, il y a un peu les souvenirs de cette période de violence qui revient. Et je lui dis non, moi j'y vais pas, parce qu'alors je me mets à pleurer. Et je lui dis non, je peux pas y aller. Et finalement, il part tout seul. Et là, je me retrouve seule et ma tête, tout à coup, s'arrête. Il n'y a plus rien. Il y a juste une voix qui me dit pars. Et là, le cerveau reprend le dessus en disant ah mais non, tu peux pas partir, demain tu dois faire ça. Là, il y a la communion du petit, machin. Et puis de nouveau, ça s'arrête. Et de nouveau, cette voix me dit pars. Pars pour mieux revenir. Pars, tu dois partir, pars. Et finalement, j'écoute cette voix. Je monte dans ma chambre, je prends 2-3 affaires que je mets dans mon sac à main et je prends un vélo et je pars. Et à ce moment-là, vous n'avez aucune idée de la suite. Mais je ne sais pas du tout où je vais aller. Je me dis juste que je dois prendre du recul. Je prends surtout pas de téléphone et surtout pas d'ordinateur. Je n'en peux plus de ce téléphone qui sonne et je n'en peux plus quand je me connecte de tous ces courriers. Alors, on va comprendre effectivement comment vous avez disparu l'un et l'autre. C'est important, Maître Richard, de parler de ce droit, finalement, qu'ont les adultes majeurs à partir, à disparaître, qui est très difficile à comprendre pour une famille. On leur donne le droit de disposer d'eux-mêmes. Bon, maintenant, ce qu'on se rend compte dans ces 2 récits, c'est qu'ils sont finalement à l'opposé l'un de l'autre. De la part de Betty, il y a un trop-plein. De la part de Ralph, il y a un trop vide. Elle reçoit trop de lettres, lui, il ne reçoit pas de réponse. Donc, on ne peut pas mettre les gens dans une bulle, dans une case, voilà. En revanche, si je trouve une relation entre les deux, c'est l'empathie. Ce sont 2 personnes sensibles, en fait. Et il y a comme une espèce d'hypersensibilité au monde qui fait qu'à un moment, il y a une espèce de besoin de créer du vide autour et de se dire, voilà, stop, parce que j'en peux plus. Betty, elle parlait tout à l'heure de fatigue physique, mais cette fatigue physique n'est rien à côté de la fatigue psychique. Et la fatigue psychique, elle peut être liée à un trop-plein, comme elle peut être liée à un trop-vide, parce qu'on mouline sur du vide. Donc, il faut mettre fin à ça. Voilà, ça peut être un choix travaillé, ça peut être un choix ou pas, d'ailleurs, ça peut être une fuite spontanée. Une pulsion, voilà. Mais à partir du moment où on est un adulte, à partir du moment où on n'est pas considéré comme un majeur irresponsable, à partir du moment où on ne donne pas de signes de risque de mise en danger, bien, on a le droit de disparaître. Ouais, c'est ça, à savoir, voilà, c'est ce que la police m'a dit. Ralph, en tout cas, vous allez préparer cette disparition. Vous allez vous y prendre combien de temps avant et vous allez préparer ça de quelle manière ? L'idée d'une porte de secours est apparue très très tôt, à partir du moment où il y a eu le coup de foudre qui directement m'emmenait dans une situation qui allait impossible. Le 14 février, pendant la nuit, c'était déjà fixé. Je savais que j'allais partir, qu'il fallait que je prenne la fuite, que je sorte. Alors 14 février, parce que c'est sur la Saint-Valentin, donc il y a une symbolique. Il y a une symbolique. Et combien de temps avant vous décidez que ça va se passer le 14 février ? Je pense que ça s'est
précisé dans le mois. Donc un mois avant cette date, vous êtes en train d'intégrer cette idée que vous allez disparaître. La disparition s'est construite au fil du temps. Il faut savoir que, n'ayant personne à qui parler, n'ayant aucun confident, j'écrivais. J'avais un journal intime, celui à qui je disais tout, je ne mentais absolument pas. Et l'idée de partir, elle va petit à petit se construire. Ça devient dans sa tête, on sait ce qu'on va faire, on passe son temps à se l'imaginer. Et voilà, on prend décision. Ok, je vais faire ça, je vais prendre tel itinéraire, je vais aller là. Et je vais brûler ma voiture. Brûler ma voiture, comme ça, je ne reviendrai plus en arrière. Et ça m'oblige à prendre la fuite. Donc vous allez préparer ça, vous allez acheter de quoi partir, un sac, des vêtements de pluie, vous allez retirer de l'argent, donc 1 000 €. Et puis votre projet, c'est de partir dans la forêt. Quand vous êtes en Belgique, vous dites je vais partir vers l'Allemagne. En tout cas, il faut que je sorte du pays, parce que vous savez que vous serez recherché. Voilà, c'est une stratégie en fait. Je veux faire croire que je passe la frontière avec le Luxembourg. Et en réalité, une fois ma voiture brûlée, je mets cap vers le nord, vers l'Allemagne. Et la question, c'est évidemment, est-ce que vous prévenez votre famille? Vous écrivez une lettre, mais vous leur dites quoi dans cette lettre? J'annonce le pire. Je les prépare au pire. Parce que dans ma tête, en ce qui concerne la disparition, c'est très clair. Je vais disparaître. Le suicide, c'est un peu comme un démon qui vous hante. C'est pas quelque chose de plaisant. On ne veut pas le rencontrer. Mais il est envisageable, on le garde. Donc, au fond, vous leur laissez entendre dans la lettre que vous allez mettre fin à vos jours. Ouais, c'est l'idée. Je dis en tout cas, je suis loin, je suis mort, et je ne reviendrai plus. Vous partez concrètement, vous allez où à 3 h du matin? Alors, 3 h du matin, je me lève, tout est minuté. Je regarde ça à la seconde près. Je regarde l'horloge, mon ordinateur, et à 3 h du matin, voilà, je débranche mon ordinateur, je le casse, et je le remets en place. Vous le cassez pourquoi à ce moment-là dans votre tête? C'est un peu le boulet qu'on a au pied, les réseaux sociaux qui vous tiennent tout le temps en haleine. Concernant, c'est purement sentimental, mais voilà, ça vous remet des claques en pleine figure sur le long terme. C'est vraiment le pire ennemi, l'ordinateur. Donc vous cassez l'ordinateur. Voilà. Vous le laissez chez vous, cassé? Voilà, je laisse mon ordinateur, la lettre est sur le bureau, j'écris pardon sur le mur de ma chambre avec de la peinture. Et je descends en pyjama sur la pointe de pied, je passe par la porte d'entrée et je me dirige vers ma voiture, avec ma clé de voiture. Je démarre, je n'allume pas les phares, je sors. Et je fais une boucle. Je fais tout le tour et je vais récupérer dans une cabane dans les bois mon vélo, mon matériel, mon sac. Je mets tout, je charge tout dans le véhicule et je m'en vais. Direction la frontière luxembourgeoise. Dans un endroit bien précis, un petit village que j'avais repéré depuis longtemps, que j'ai, via Internet, étudié. J'ai étudié l'itinéraire bien précis et là, je vais dans une forêt bien précise, un chemin bien précis et je rentre dedans. Je m'avance progressivement jusqu'à ce que la voiture s'embourbe. Et là, je me transforme, je mets mes vêtements disparus et je sors la jerrycan d'essence et je noie tout l'habitacle et je mets le feu. Alors là, c'est... Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Il y a le doute. Mais j'étais dans une situation telle qu'il n'y avait plus d'autre option, donc oui, c'est bon. Donc la voiture brûle, et là vous avez un vélo, quelques affaires, et vous faites quoi? Vous passez une première nuit dans la forêt? Ah, je fouille la zone de l'incendie au plus vite, et je vais vite me réfugier 500 mètres plus loin dans une sapinière. Là, j'enterre mes plaques de voiture et je me couche et je dis ok, voilà, c'est bon, on va essayer de se reposer un peu, et puis on verra quand la lumière du jour reviendra. Alors vous vous réveillez dans quel état d'esprit? Le jour se lève et la première chose qui me vient à la tête, c'est voilà, je l'ai fait, je suis libre, j'y suis arrivé. C'est fini cette période, cette routine toxique est terminée. Et alors il y a voilà, comme une envie d'aventure qui arrive, mais très vite je vais déchanter parce que voilà, la pluie tombe, le froid, il fait humide. On se rend compte qu'on est très mal préparé, on se perd. Alors on a un itinéraire vers l'Allemagne qui devient très très flou, on passe la frontière. Et puis vient la nuit. Et là,
C'est l'horreur. Alors je me rappelle très bien être dans une chapelle, en train de pleurer, avoir encore mon GSM allumé parce que voilà, on a Ça, peur c'est de- le GSM en Belgique, c'est le portable. Le portable, voilà. Et donc c'est important parce que vous gardez le portable pendant 3 jours. Parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose, vous avez du mal à vous en séparer. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi? C'est le dernier lien? C'est le dernier lien. Je me dis, la famille, elle est là, elle est là. Je l'ai toujours en main. Je l'ai pas, ça, j'ai pas encore passé le cap. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore coupé. Chose que je vais faire la veille de la disparition officielle, celle où mes parents découvrent mon absence. Donc, les papiers d'identité, par exemple, vous les brûlez au bout de combien de temps? Le soir même, voilà, c'est un peu, à nouveau, je reconfirme ma volonté de disparaître. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez donc à ceux qui restent, à l'inquiétude, à leur réaction et, au fond, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce sujet-là? Faut savoir qu'il y a toujours une voix très très sévère en moi. Voilà, celle avec qui j'ai planifié cette disparition et qui me tient à l'ordre. Et puis il y a celle, voilà, il y a le cœur, voilà, celle où on a peur, on sait pas ce qu'on fait, on a envie de rentrer, on se dit on a fait une bêtise, et puis la voix directement sévère vous recadre, il vous dit non, tu as des objectifs, tu vas jusqu'en Allemagne. Tu as dit que tu voulais disparaître, donc tu disparais. Et tu vas jusqu'au bout. Donc vous retournez en Allemagne et vous allez avoir ce réflexe d'aller dans un cybercafé pour voir quoi? C'est purement de la curiosité. C'est vraiment, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc je me connecte et certes il y a le choc. Waouh, ça fait peur. Qu'est-ce que vous voyez qui provoque un choc? Il y a les articles, il y a d'abord l'avis de recherche qui fait très peur. On voit la police, on se dit waouh, on s'imaginait quelque chose comme ça, mais c'est de nouveau. On n'a jamais vu ça. Et à la fois, je suis rassuré parce que voilà, dans un reportage, j'entends la voix de ma mère. Ils sont sous le choc, bien entendu, mais ils sont toujours là. La situation est prise en main. Et puis, il y a bien sûr une part de culpabilité qu'on ne peut pas éviter. On sait qu'on fait du mal à ses proches. Et voilà, maintenant, je suis désolé, mais je dois penser à moi. Je vais me reconstruire et je reviendrai peut-être. Le fait qu'on vous cherche, est-ce que c'est quelque chose de réconfortant? Il y a cet aspect-là. J'ai souffert beaucoup de solitude. Et tout d'un coup, on se sent entouré. On sent qu'il y avait des liens qu'on savait, qu'on n'avait jamais testé, qui existaient, mais dont on n'était plus très sûr. Et le fait tout d'un coup d'avoir du monde qui se soucie pour vous, ça vous fait du bien, tout simplement. Alors ça vous fait du bien, mais pas question de revenir en arrière. C'est ça toute ambiguïté. Parce que je ne suis pas prêt. Vous allez aller à Francfort, dans une auberge de jeunesse, dont vous allez devoir vous enfuir. Pourquoi? On me demande des papiers d'identité. Je prétexte les avoir oubliés dans ma voiture, et hop, c'est terminé. Et très vite, le problème des papiers d'identité devient très, très inquiétant. Parce que finalement, ça vous ferme plein de portes. Et disons que c'est ce qui me différencie un peu du film Into the Wild, c'est que mon idée initiale était OK, partir dans la nature, et puis voilà, laisser la nature s'occuper de moi. Mais bon, très vite, on se rend compte qu'on va pas se mettre à chasser, qu'on va pas faire du camping. Rambo. C'est pas possible. C'est pas le truc. Ça vous fait sourire, pourquoi? Parce qu'il y a un côté dérisoire, en fait. Et un côté naïf. Alors très vite, on retourne dans le monde des hommes parce que c'est plus confortable. Et puis voilà, la nuit tombe. Qu'est-ce que je fais? Il pleut, il fait froid, je dors dehors. Mais je l'ai fait. J'ai dormi dans des abribus, j'ai dormi dans des cimetières, j'ai un peu dormi partout. Je sais ce que c'est dormir dehors. C'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? On fait des micro-nuits parce que on grelotte très vite. Alors on change d'endroit, on va dans un nouvel abribus, on tente. Et puis la nuit est interminable. Avec quoi cette sensation, ce sentiment? C'est quoi? La sensation d'être abandonné, c'est la survie pure et dure. Là, on ne pense même plus à avant, à après. On est dans le moment présent. On est devenu un sans-abri qui doit survivre. Et donc, vous avez une sorte de déclic, c'est ça? À un moment donné, c'est à Francfort? Alors, à Francfort, l'idée du Tour de l'Europe se précise. Je survole bêtement un plan sur Internet de l'Europe. C'est le printemps, mais il fait froid, j'ai envie de soleil. Je me dis, allez, je vais jusqu'à Venise. Je vais traverser les Alpes, je vais aller jusqu'à Venise. À Venise, je vais suivre la côte et revenir en Belgique par la mer. Et il y avait directement l'idée d'une boucle qui apparaissait et l'idée d'un retour qui
qui déjà se pointait à l'horizon. C'est-à-dire que dans le circuit, finalement, vous programmez que ça revienne chez vous. Voilà, l'idée de revenir était déjà très claire. Mais à ce moment-là, est-ce que ta famille pense que tu es mort alors, puisque tu as laissé une lettre où tu dis que tu te suicides, donc ils pensent que tu es mort? Ils sont dans l'incertitude parce qu'ils ne savent pas où je suis, ils ne savent pas si je suis vivant ou mort. Mais très très vite, même 2 semaines après ma disparition, il y a le GSM, il y a des choses qui m'ont trahi, il y a des éléments apportés par la police qui, eux, les a rassurés. Et puis j'apprends également via Internet que ma disparition, qui était classée comme inquiétante, est passée de disparition non inquiétante parce qu'au bout d'un certain temps, il y a encore des signes qui apparaissent. Ce qu'au fond, on a envie de savoir, finalement, c'est que vous allez mettre en place ce tour d'Europe. Bon, vous auriez très bien pu donner un coup de fil en disant « Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai besoin de faire ma vie ». Et ça, c'est pas envisageable? Non, parce que finalement, c'est une précaution. À partir du moment où je donne un signe de vie, le cauchemar pour eux s'arrête. Mais à partir de ce moment-là, moi, j'ai intérêt à revenir à la maison. Et donc, je me suis dit, OK, je vais donner un signe de vie, mais pas trop tôt. Je vais faire un maximum de trajets. 3 mois avant la fin, j'enverrai un signe pour leur dire, C'est voilà, ça qui c'est se bon, passe dans votre tête. maintenant, je suis sûr. On n'est jamais sûr, mais je rentrerai à la maison. Maître Richard. Oui, typiquement, la disparition de Ralph, c'est une disparition inquiétante. C'est une disparition inquiétante au premier chef parce qu'il donne l'impression qu'il va se suicider. Donc ça, c'est une disparition classée inquiétante. Au deuxième chef, parce qu'ensuite, on trouve sa voiture brûlée. Donc ça faisait de cette affaire, pour la justice, pour la police, une disparition inquiétante. Ensuite, lorsqu'on se rend compte qu'en fait, il continue à se connecter avec son GSM pendant quelques jours, ça, on commence à se dire, tiens, c'est bizarre. Finalement, il n'y a pas de fin de vie au moment de l'incendie du véhicule. Ensuite, le GSM se termine, il n'y a plus de bornage. Nous, on appelle ça le bornage du téléphone. Et puis, pof, on voit qu'il se reconnecte par Internet. Bon, là, on sait qu'il est vivant. D'accord ? Donc, c'est plus pour les services de police et pour la justice une disparition inquiétante. Et ça devient une disparition volontaire. Mais ça, c'est la réalité de ceux qui connaissent la situation. Mais à ce moment-là, Ralph, qui a 22 ans et qui n'a jamais l'expérience de ça, vous ne savez pas tout ça. Non. Et lui, non seulement il ne sait pas tout ça, mais lui, en plus, il veut continuer à être dépersonnalisé, parce que je crois qu'il y a vraiment aussi, quand il dit si je donnais des nouvelles, si j'appelais en disant bon, laissez-moi vivre ma vie, ça lui redonne la personnalité de Ralph, qui est le fils de ses parents, Qui n'était pas bien dans sa vie à ce moment-là. l'amoureux mâle, etc. Ça lui redonne sa personnalité. Alors que tant qu'il n'a pas fait ça, il est cette espèce de néant, mais donc pas raccroché à tout ça. Ralph, donc vous avez changé d'identité d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites des rencontres et vous ne donnez pas toujours votre vrai prénom ni votre vrai nom. Ah ben oui, à partir du moment où je suis porté disparu, je dois tout changer. Je me recrée une nouvelle fausse identité. Alors au départ, je prends le pseudo Anthony Léonard. Donc je suis un Belge qui fait le tour d'Europe. Et quand vous dites chercher l'hospitalité, c'est vous qui êtes en demande? Vous allez demander à des gens s'ils peuvent vous héberger pour cette nuit-là? C'est comme ça que ça se passe en général? Alors dans les petits villages, c'est très compliqué parce qu'il n'y a personne dans les rues, donc il faut faire du porte-à-porte. Alors vous imaginez, en Allemagne, c'est l'hiver, il fait nuit, vous devez vous débrouiller avec vos bases d'allemand. Moi, j'avais fait 2 ans, donc j'avais juste de quoi me débrouiller. Ça a été très très difficile. Et il a fallu une période de test où ça marche pas, je craque, je dors dehors ou je vais à l'hôtel. Mais bon, avec un budget de 1 000 €, ça dégringole vite. Au bout de 2 mois, il me restait 500 €. Je me suis dit, OK, je me lance dans un tour de l'Europe. Je vais pas tenir. Donc l'hospitalité va devenir le système officiel qu'il va falloir mettre en place et s'y tenir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu ce déclic après Francfort où, OK, maintenant, je vais vivre d'hospitalité et je vais pas lâcher l'affaire. Tous les soirs, je vais faire mon porte-à-porte et je vais trouver quelqu'un et je vais persévérer. Et parmi toutes ces rencontres, il n'y a pas de mauvaises rencontres? Il y a eu une particulière qui m'a fait changer de prénom, comme ce policier en civil, dans l'Italie, qui m'a demandé mes papiers, bien entendu. C'est qu'à ce moment-là, vous ne savez pas qu'il est policier? Ah non, j'ai fait 200 portes juste avant et on va enfin m'ouvrir. Et on me dit, je peux t'héberger dans mon gîte, mais je veux voir tes papiers en italien. Et puis, il n'y a pas de papiers. Alors, il me demande mon nom, mon adresse, et j'invente tout. Il joue son rôle. Et le lendemain, il me dit, je vais aller contrôler tout ça sur l'ordinateur à la police. Heureusement, il me laisse partir.
Il est même très sympa, il me donne un billet de 20 €. C'est un policier très sympa. Mais bon, moi, je dois prendre directement 3 décisions. La première, changer de nom, changer d'itinéraire et changer de look. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout un tour dans les montagnes en Italie pour retrouver mon itinéraire initial. Et l'inquiétude supposée des parents, on y pense tous les jours ou il y a des moments où on oublie? C'est préoccupant, c'est tous les jours, on y pense tous les jours, on s'imagine la vie qu'ils ont. Et finalement, l'imagination n'est pas plus clémente que la réalité. Lors de ma première connexion officielle, cette fois-ci sur ma boîte mail, à Florence, où certes, je vois tous les emails de ma maman qui est bien entendu très inquiète, mais on voit que la situation s'est stabilisée. Alors là, voilà, on croise les doigts, on se dit ils vont tenir le coup jusqu'au bout, ils vont tenir jusqu'au signe de vie que je vais envoyer. Et tenir le coup, ça veut dire quoi pour vous, d'ailleurs? Garder espoir. On va voir effectivement qu'un an après votre départ, vous allez envoyer un mot à votre famille. On verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais effectivement, Pascal, vous identifiez à ceux qui attendent. Ah, exact. Là, forcément. Et là, c'est très long. Parce que vous savez comment chaque minute. C'est pas une question où chaque minute compte, mais c'est chaque minute des tracas, la tête qui va exploser. Alors, Betty, vous écrivez une lettre. Et comme Ralph, mais vous dites quoi dans cette lettre? Mais en fait, contrairement à Ralph, c'était pas du tout prévu au programme, donc c'est tout à fait inattendu. Mais effectivement, avant de partir, je me dis, il faut que je laisse une lettre à mon mari. Et dans cette lettre, voilà, je lui dis que je peux plus, que je dois prendre du recul, que j'ai une vie de fou. Et je lui demande pardon, mais je dois partir parce que c'est plus possible. J'ai l'impression que je suis dans un train qui va dérailler. Et je dois mettre fin à ça, c'est plus possible. Et en fait, je termine la lettre en lui disant que je l'aime vraiment infiniment, que lui et les enfants, c'est ma plus belle réussite. Et en fait, cette fin de lettre lui fait penser au pire. Enfin, c'est ce qu'il me dit après. Alors que pour moi, je veux vraiment lui dire que je pars pas pour aller avec un autre, que je pars pas, mais que je pars parce que je dois trouver une solution. Je pars parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Je dois trouver une solution. Alors, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé à la gare et vous avez décidé de... Donc, vous êtes allé en vélo, vous laissez le vélo à la gare, on verra que ça a son importance. Oui. Et Je monte dans le premier train. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne savez pas ce qui va se passer dans l'heure qui Non. suit. Alors, ce train vous amène où? Le premier train qui part de la gare de Moustier va à Namur. Et donc, c'est dans celui-là que je monte. Et une fois que je suis dans le train, là, ça y est. Je me dis, maintenant, ça y est, je suis partie. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça recommence à travailler dans ma tête. Il faut que je trouve une solution. Il faut savoir que j'étais face à un dilemme où, d'un côté, j'avais un poste de cadre où je gagnais très bien ma vie, un boulot qui m'épanouissait et qui nous permettait d'avoir une chouette vie après les galères que j'avais connues et où j'étais reconnue aussi dans ce travail. Et à côté de ça, il y avait une association où j'avais l'impression d'apporter de l'aide aux autres, de me rendre utile, mais où j'étais pas du tout rémunérée. Et donc, mais je n'arrivais plus à suivre les deux. Donc, vous êtes en rumination. Dans votre tête, Je suis en rumination et je me dis, il faut que je trouve une solution. Et comment je vais m'en sortir? Il me faut un miracle. Et au moment où je prononce le mot miracle, eh bien, j'associe directement Lourdes. Pourquoi Bon, pour aller à Lourdes, donc dans votre petite ville, vous allez ensuite à Namur, ensuite Lille, Paris. Et quand vous arrivez à Paris, là, concrètement, il se passe quoi? Vous êtes à la gare du Nord, vous sortez, vous allez où? Vous faites quoi? J'arrive à la gare du Nord à 21h30. Et là, je pense au Resto du Cœur. Je me dis, en m'adressant au Resto du Cœur, je vais sûrement trouver un centre d'hébergement. Donc, je vais dans un cybercafé, voilà, aussi. Et donc là, je me retrouve sur le site et je m'aperçois qu'il y a aussi à Paris une péniche qui héberge aussi. C'est la péniche du Cœur, voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc je me dis, voilà. Et puis je longe tous les quais pour trouver enfin la péniche. Et quand je la trouve, je tombe des nues parce qu'en fait, ils hébergent que les hommes. J'avais pas pris le temps de prendre les détails, donc je me retrouve coincée. Et donc, vous êtes une femme, vous êtes seule dans Paris, la nuit. Oui. Pleurs. En pleurs. Oui. Et avec mon sac. C'est mon dernier objet qui me rapproche à ma famille. Et alors, je calcule les heures en me disant,
Pascal est rentré, il a trouvé ma lettre, comment il a réagi, est-ce qu'il est fâché, il a peut-être déjà retiré tous les vêtements de la garde-robe. Enfin, voilà, et chaque fois que je pense à ça, les larmes, j'ai pleuré. C'était pas possible. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Surtout chaque fois que je pensais à ma famille. Et ce qui me faisait le plus, c'était de me dire que mes enfants pouvaient penser que je les avais abandonnés. Et donc, oui, je suis seule dans Paris. Et je me dis, je vais dormir dans la gare. Et comme ça, je suis sur place pour le lendemain. Pas de chance, il y a les policiers qui viennent me demander de partir parce qu'on peut pas, la gare ferme. Et je leur dis, mais j'ai nulle part où aller. Mais il faut appeler le 115. Je dis, oui, le 115, j'ai déjà fait. Il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a des bars. Mais bon, moi, je ne veux pas dépenser d'argent. J'ai juste retiré 200 € à Namur pour mon trajet. Et c'est tout. Je ne veux pas dépenser d'argent. Pourquoi cette idée ? Je ne veux pas dépenser d'argent. Voilà, un minimum. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, je 1000 sais. € de ton côté. Ouais, il y a 200 €, oui, c'est pour mon trajet. Et donc, je suis là, dans Montparnasse. Je me dis, je vais marcher, et puis je vais passer la nuit comme ça. Mais vers 2h, 2h30 du matin, je commence quand même à rencontrer des gens bizarres, des gens qui se disputent. Paris, la nuit, c'est pas tout à fait pareil. C'est pareil, la nuit. Je commence à avoir peur et je commence à me dire, Betty, tu vas jamais trouver de solution, parce que si on t'attrape ici, puis qu'on t'égorge, ou qu'on te pique ton sac... Et donc là, je me dis, Betty, t'as quand même une carte de crédit dans ton sac. Et donc, je décide de rentrer dans un hôtel. Je m'effondre sur le lit, je dors 3 heures. À 6 heures du matin, je me réveille en sursaut. Là, je percute un peu comme Ralph. Je suis partie, je l'ai fait. Il faut trouver une solution. Et je me remets, je prends pas le petit déjeuner et je vais à la gare pour attendre mon train. Et là, je suis frappée par l'indifférence des gens. Je suis appuyée contre un mur, encore en train de pleurer, et les gens passent. Et il y a personne qui me demande « Madame, ça va ?» Rien, quoi. L'indifférence totale. Et vous, Ralph, vous avez fait l'expérience de cette indifférence ? Moi, j'ennuyais les gens dans la rue, donc la différence, elle marchait pas du tout avec moi, puisque j'allais justement titiller tout le monde. Et là, j'avais plus cette peur, finalement. Donc vous demandiez de l'aide ? J'ai demandé de l'aide pour dormir. On verra d'ailleurs. Pardon. Oui. On retrouve l'inverse, hein. C'est-à-dire que, lui, il était confronté au vide, et du coup, il va remplir en allant demander à tout le monde. Demander de l'aide, en tout cas. Et demander de l'aide, et tandis que Betty, elle avait besoin de faire le vide. Sauf que dans ta bulle de vide, tu voyais les gens passer et tu disais, pourquoi ils me donnent pas ce que moi je leur donne, quoi. Mais en revanche, tu étais dans cette recherche de vide et de dire, moi, là, il faut que j'arrête de donner du plein, mais donnez-moi un petit peu à moi. En réalité, on a 2 parcours qui sont diamétralement opposés, avec forcément des points communs, comme les opposés se retrouvent très, très régulièrement. Lui, il a fait brûler ses papiers, elle tient son sac à main comme si c'était la dernière chose qui lui restait. D'ailleurs, moi, j'ai juste une petite question à te poser. Quand tu te retrouves à Paris, là, j'ai du mal à croire que ce soit à Paris ou dans toute la région parisienne, tu ne connaisses personne. Oui, je connaissais, oui. Voilà. Ma belle-sœur habite Paris. Non, mais c'était une évidence. Mais non, je ne voulais pas. Donc, à ce moment-là, tu préfères encore chercher tout, y compris jusqu'aux hôtels, que de finalement, d'appeler quelqu'un que tu connais. Oui, non. Donc, c'est encore très révélateur. C'est une rupture à tout prix. C'est la rupture avec Et aussi un mot sur cette sensation de danger, de se sentir en danger. Les dangers existent, et il y a des gens qui disparaissent, qui n'ont plus de papier comme Ralph, et s'il leur arrive quelque chose, on ne sait pas qui est cette personne. C'est l'immense danger, parce que soit qu'on n'en est pas comme Ralph, soit qu'on en est comme Betty, mais qu'on se les fasse arracher, qu'on se les fasse voler, c'est l'immense danger. Parce qu'effectivement, quand on pense comme ça, on disparaît. Bon, l'idée du disparu, c'est de se dire, je reste quand même plus ou moins maître de ma vie, et je disparais, je ne meurs pas. Moi, en tout cas, je sais que je ne meurs pas. Donc, soit que je vais chercher une solution, mais quand je l'aurai, je reviendrai, j'aime ma famille, etc. Soit je verrai bien si je reviens ou pas, mais l'idée de revenir, elle reste dans l'esprit de ceux qui disparaissent. Et puis, on constate que dans ces disparus, certains se retrouvent finalement piégés par leur disparition. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus c'est compliqué finalement de revenir. Ah bah oui, mais je vais revenir et je vais dire quoi ? Donc ils sont piégés dans cette disparition, piégés dans ce vide, et finalement qui correspond à un piège autant que le piège d'être là, le piège de n'être pas là.
Et puis surtout, eux se disent, moi je maîtrise encore ma vie. S'il me reste que ça, en tout cas, c'est de maîtriser ma vie. Sauf que, par exemple, chaque année, il y a 800 personnes qui meurent dans les hôpitaux sans identité. Et je ne parle que de ceux dans les hôpitaux. Donc c'est une Mais mort sous il y a X, c'est ça beaucoup plus de gens qu'on trouve décédés et qui sont ce qu'on appelle des morts sous X. Et ces gens, parfois, peuvent avoir décidé de disparaître pour la journée. Alors, je peux parler aussi de ceux, ne serait-ce qui vont courir, sans leurs papiers, etc. Bon. Et puis, on va les enterrer, on va les enterrer sous X. Ils vont se retrouver dans une fosse commune sous X. Et ça veut dire aussi que la famille qui pourrait se rassurer en disant « Oh, on m'a pas signalé finalement de tragédie », Non. en fait, la famille peut se dire « Il est peut-être enterré sous X ». Oui, mais ça, en fait, les familles qui recherchent un disparu savent aussi que ça peut arriver. Mais malheureusement, pas assez souvent. Et surtout, ce que je déplore et ce pourquoi je milite, mais vraiment avec ferveur, c'est pour que soit mis en place un prélèvement ADN sur les personnes qu'on retrouve disparues sans identité, et aussi un fichier ADN des personnes qu'on dit disparues. Ne serait-ce que pour que ça puisse matcher, ne serait-ce que pour qu'on puisse savoir. D'accord, vous êtes adulte, grande majeure, vacciné, vous avez le droit de disparaître, ok. Mais si vous arrive quelque chose, qu'on puisse pouvoir dire à la famille, là, il lui est arrivé quelque chose, là, arrêtez de chercher. Ralph, il dit Voilà. oui, Ouais. c'est-à-dire... Donner une réponse à ceux qui Donner attendent, une c'est réponse. simplement. Parce que C'est le pire finalement, la tant qu'il est vivant, Ralph, il se dit, je leur donnerai un jour une réponse. Quand je voudrais, je leur donnerai une réponse. Oui, mais s'il disparaît, alors il n'y a plus rien. Et ça, c'est terrible. Alors, on va voir effectivement comment vous êtes revenu dans votre famille, à quel moment, pourquoi. Et puis, juste Betty, pour qu'on comprenne, donc on a bien décrit dans le détail ces premières heures où effectivement vous êtes perdu dans cette ville, vous découvrez l'indifférence, vous dormez très peu, vous ne vous alimentez toujours pas, vous êtes à la gare de Montparnasse et... Donc le lendemain, je quitte cet hôtel et je vais à la gare de Montparnasse. Étant donné quand même la soirée et le début de nuit que j'ai passé, où j'ai quand même pris peur, je me dis qu'il faut que je laisse une trace. Et donc j'achète un carnet à la gare de Montparnasse. Et dans le train, je commence à écrire tout ce qui m'est arrivé et surtout pourquoi je suis partie. Parce que je veux avant Être tout... comprise. Voilà, être comprise et surtout qu'on ne pense pas que j'ai abandonné mes enfants, mon mari, ou que je suis partie sur un coup de tête, un amant, je ne sais pas quoi. Donc l'écrire, c'est une trace, vous dites, Voilà, c'est une c'est laisser une manière... trace. Si on me trouvait par exemple morte, parce qu'effectivement je pense quand même à ça, je me dis on trouvera mon carnet, on pourra lire et on pourra savoir ce qui m'est arrivé. Et l'état dans lequel vous étiez. Et surtout surtout l'état dans lequel j'étais. Et comme à ce moment-là je ne sais pas encore si j'en reviendrai, si j'aurai la solution, comment je reviendrai, et surtout je ne sais pas si Pascal voudra encore de moi, parce que j'ai quand même quitté comment on dit Le domicile conjugal. domicile conjugal, voilà. Et donc ces premières 24 heures, 48 heures, Pascal, vous, ça va se passer comment? C'est-à-dire, au fond, vous ne savez pas tout ce qu'on vient d'entendre. Non, moi j'avais déjà fait des démarches au niveau de la police le lundi matin, où là on me disait si votre épouse a envie de prendre, comme il a dit, son chien, 2-3 meubles, eh ben, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et je dis merci. Et pour moi c'était inquiétant. Pour eux, elle fait ce qu'elle veut, majeure et vaccinée. Puis d'un coup, ce policier s'arrête, net sur son écran, et me dit bougez pas. Et puis je le vois redescendre avec un haut gradé du commissariat. Monsieur Laurent, oui, enchanté, j'ai appris ce qui se passe chez vous. J'ai fait, ben oui, mon épouse est partie et pour moi c'est inquiétant. C'est pas dans la famille, à la maison, tout se passe bien, etc. C'est pas logique. Il m'a laissé une lettre m'expliquant qu'elle en pouvait plus, etc. On va faire le nécessaire. Je quitte la police. Et avec Julien étant là, Votre fils aîné, ouais, Julien, le fils qui est le aîné, seul ouais. enfant que vous mettez dans la confidence. Pour l'instant, oui, parce que je pense que ça sert à rien déjà de tracasser. 4, c'est pas la peine. Et du coup, je me décide de longer la Sambre, qui est une rivière qui passe pas loin de chez nous, avec un bras de Sambre où il y a des pêcheurs, etc. Vous êtes en train, d'une certaine manière, de voir s'il y a un indice, faire une enquête. recherche, quoi. Ouais. Je fais ma propre enquête en me disant, pourvu que je trouve pas de sac,
Et je tourne avec Julien, on est là, on regarde sur le bord de flotte ou quoi que ce soit. C'était vraiment noir dans la tête. Hein. Et ça, moi, j'osais pas trop le dévoiler à Julien. Julien était peut-être plus... allez, elle est partie, t'inquiète pas, etc. Et j'arrive à cette gare où je trouve le vélo. Et là, je donne un coup de téléphone à la police en leur disant « J'ai trouvé le vélo à la gare de Moustier. Ma femme a dû partir en train. » Et du coup, ils commencent à faire leurs recherches de leur côté. J'avais déjà donné les numéros de carte bleue, etc., de compte, pour retracer les cartes bancaires, etc. Et là, ils retrouvent mon épouse. Ils voient qu'il y a un retrait de 200 € fait à la gare de Namur. Et en même temps, ils vont visionner la caméra de surveillance, à savoir si elle n'était pas contrainte. Et c'est ça délibérément, quoi. Et le soulagement arrive sur le coup de 10h, le mardi matin. Un coup de téléphone de Betty. J'entends sa voix. Mais je la sens en sanglots. Hein. Elle était vraiment, on sentait bien que la voix, ça allait pas, quoi. Et de ce fait, je lui demande, t'es où? Explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est surtout où tu es. Je peux pas t'expliquer, c'est trop compliqué. Je suis loin, mais je peux pas te dire où. C'est vraiment confus, quoi. Et je reste sur ma faim. Et donc, ce coup de fil, c'est qu'au bout de 2 jours, vous avez envie de rassurer d'une certaine manière, mais sans donner d'informations. C'est-à-dire que quand Oui, voilà. il vous En pose fait, la question c'est « Tu es où ?» mardi. Donc moi, quand j'arrive à Lourdes le lundi avec le fameux train, directement, je vais à la grotte. Je prie, voilà, machin. Et puis vers 6h, je me dis, bon, faut peut-être quand même que je pense où je vais dormir. Hein. Je veux pas dormir dehors. Et là aussi, quand vous arrivez à Lourdes après 6h, c'est pareil, quoi. Il n'y a personne. Voilà. Et en plus, on voit à ma tête que je suis quand même quelqu'un de désespéré. Mais je vais à l'accueil Notre-Dame, donc où on accueille tous les gens qui sont en pèlerinage, les malades et tout. Et donc on me dit, écoutez, on va téléphoner aux religieuses et vous allez aller dormir là-bas, machin. Et elles m'attendent pour le repas du soir. Évidemment, moi, j'ai pas du tout le cœur à manger, donc je vais dans ma chambre et là, je veux dire, je passe une nuit, si on peut dire. J'écris beaucoup. Et le lendemain matin, donc le mardi, j'ai toujours rien mangé ni bu depuis le dimanche matin. Et j'ai qu'un objectif, comme dit Pascal, la solution. Je dois trouver la solution. Il faut qu'il y ait un miracle qui se produise. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, je me dirige vers la grotte. Donc, je descends toute la rue où il y a toutes les boutiques et tout. Et à un moment donné, je passe devant une boutique souvenir, mais où il est marqué Internet. Et je me dis, tiens, je vais... Parce que moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne pense pas du tout que Pascal est inquiet. Oui, ben oui. Oui. Pour moi, il a vu ma lettre, on s'est pris un peu la tête, bon ben voilà, elle est partie. Prendre du recul. Elle a pris du recul, Ouais. et quand ça ira mieux, elle reviendra. Et moi, effectivement, dès que j'aurai trouvé ma solution, je reviendrai. Et en fait, je rentre dans le cybercafé, je demande si je peux me connecter, donc je me dis, je vais lui envoyer un mail pour lui dire que je vais bientôt revenir, mais enfin, voilà. C'est même pas pour le rassurer, c'est pour lui écrire un mot. Et au moment où j'ouvre ma boîte mail, je découvre que, en fait, je suis recherchée. Je découvre des messages de mon mari suppliant « Betty, où es-tu? Je suis mort d'inquiétude ». Je découvre des avis de recherche. Voilà, donc du coup, la presse s'est emparée de l'affaire, il y a les gros titres. Et là, d'un coup... Vous ressentez quoi, justement, à ce moment-là? Ah bah oui, là, d'un coup, je me dis, mais Pascal doit être mort d'inquiétude. C'est pas possible. Il n'a pas compris. Il faut que je le rassure, que je lui dise que je suis toujours vivante, que je vais trouver une solution pour notre famille et que ça va aller. Et donc, je veux téléphoner. Et donc, je demande au cyber s'il y a une cabine téléphonique. Oh, il me dit non, il n'y en a pas tout près, mais si vous voulez, il me donne le téléphone. Alors, ce qui va se passer, c'est que cet appel va permettre De remonter aux la autorités trace. de remonter la trace. Exactement, c'est qu'à ce moment-là, dès qu'elle raccroche, je ne touche plus le téléphone. Je dis à Julien, ne décroche surtout pas le téléphone, laisse tranquille cet appareil. Et je prends mon téléphone portable, je téléphone à la police, et à ce moment-là, eux, retracent. Donc là, vous Lourdes. apprenez qu'elle est à Lourdes. Exactement. Et on verra ce qui va se passer juste après. Et vous, Betty, comme vous ne vous alimentez pas, à un moment donné, vous allez être hospitalisée. Ben oui. C'est-à-dire que le
Le mardi, donc, après avoir accroché, je vais à la grotte et je repasse par le cybercafé pour voir si Pascal m'a écrit, voir s'il n'est pas fâché. Et je rentre dans le cyber et quelques minutes après, il y a 5 ou 6 policiers qui entrent dans le cyber. Et là, ils se dirigent vers moi et me demandent de les suivre. Mais je leur dis voilà, que je suis ici pour trouver une solution. Je suis vraiment déterminée, hein, attention. Hein. Je ne suis pas bien, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, j'arrête pas de pleurer, mais je sais ce que je veux. Pour moi, le jeûne était aussi une manière de me reconnecter à moi-même. Mais sauf qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes en train de vous mettre en danger. Je suis en train de me mettre en danger. Et donc, ils décident de m'amener à l'hôpital. Et là, un médecin me dit « Mais madame, c'est tout à fait insensé ce que vous faites. Vous n'avez rien mangé ni bu Oui, c'est surtout ça. depuis dimanche matin. Nous sommes mardi soir. Il faut savoir qu'à Lourdes, à ce moment-là, fin mai, il fait 30 degrés. Et que j'ai marché, tout mon périple, j'ai marché pas loin de 20 heures. Donc, je suis épuisée physiquement et la chaleur fait que... Mais à ce moment-là, je ne m'en prends pas conscience. Donc, le médecin me dit « Madame, si vous ne recommencez pas à vous alimenter, vous allez être hospitalisée en psychiatrie. » Et là, je prends peur, je dis « Mais je ne suis pas folle, je sais très bien ce que je fais. Je suis une personne tout à fait consciente. » Évidemment, je ne l'étais pas à ce moment-là, mais je ne me rends pas compte. Et donc, il m'apporte un jus d'orange et une compote. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, il a un coup de fil et il sort de la salle d'examen. Et à ce moment-là, je dis « Moi, je ne veux pas être hospitalisée en psychiatrie et je m'en fous de l'hôpital. » Et donc là, je tourne encore dans les rues de Lourdes jusqu'après 8h30 pour éviter le repas du soir. Et puis, je retourne directement dans ma chambre. Et là, cette nuit-là, j'ai des crampes terribles au ventre. Parce qu'en fait, c'est mes reins qui commencent à me faire des siennes. Presque 5 jours sans boire et sans manger, c'est normalement pas possible. Hein. Je crois que le miracle, il est arrivé. C'est que je suis encore en vie. Donc, le mercredi matin, je me lève. Je prends toujours pas de petit déjeuner. Je veux aller à la grotte, toujours pour prier. Mais là, je n'arrive pas à aller jusqu'à la grotte. À un moment donné, je suis trop faible. C'est ma tension, en fait, qui me joue des tours. Et je m'assieds sur le pont, comme tous les mendiants de Lourdes. Je m'assieds là, mais je ne me sens pas bien. Je commence à avoir des douleurs dans la poitrine, donc je m'allonge d'abord sur le dos. Et là, c'est encore plus terrible. Je commence à avoir du mal à respirer. Donc, je me mets en chien de fusil. Les pompiers arrivent et puis on m'emmène à l'hôpital. Et là, je suis directement perfusée. Et puis, en fait, mon sang est dans un état... il est trop durci, donc on doit m'injecter. Donc, j'ai des prises de sang tout le temps. J'ai des prises de sang dans le poignet. Mais j'ai surtout un médecin qui n'est vraiment pas content et qui me dit « Madame, vous avez vraiment joué avec votre vie. J'espère que vous n'aurez pas de séquelles. » Je me rends compte que j'ai vraiment déconné. Mais j'avais cet objectif et je voulais vraiment l'atteindre. Et même quand Pascal est arrivé et que je devais me réalimenter, j'y arrivais pas parce que j'avais pas trouvé la solution. Et pour moi, tant que j'avais pas trouvé la solution, je pouvais pas rentrer, je pouvais pas manger, je pouvais pas boire. Mais finalement, j'allais mourir. Et si je mourais, là, c'est pas bien. Pas une bonne solution. En tout cas, il y avait une sorte d'idée fixe. En tout cas, c'était cette histoire de C'était ça. solution qui vous permettait de traverser, au fond, toutes ces épreuves. On va voir effectivement qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que vous étiez pisté, puisqu'il y avait eu ce coup de fil. Et on va parler effectivement de ce qui s'est passé quand vous vous êtes retrouvés, comment vous vous êtes retrouvés. Ralph, vous décidez de donner, j'allais dire des nouvelles. Est-ce qu'on appelle ça des nouvelles? Vous envoyez un mail avec un mot, 1 an après votre disparition. C'était voulu. Je ne voulais bien entendu pas raconter ma vie, qui était très dangereuse, très risquée. Et je me suis contenté d'écrire, voilà, courage et un smiley, juste pour dire, voilà, je suis vivant, ça fait 1 an, le suicide n'existe plus, je vais revenir. Le courage sous-entend, je vais revenir. Et voilà, on croise les doigts et puis tout est bientôt fini. Qu'est-ce qui se passe, Cathy ou Pascal? Oui, mais combien de temps entre le dernier message que tu envoies à tes parents, au pire aller, coucou, smiley? 1 an. 1 an. 1 an, tes parents, sans nouvelles. Je croise les doigts pour qu'ils tiennent le coup comme moi. J'ai été dur avec moi-même pendant si longtemps, j'étais Ouais, c'est seul. difficile parce que moi, je parle en tant que les gens qui attendent. Oui. Et vous parlez en tant que des gens qui ont des objectifs bien précis. Moi, Ah mon oui, mais- objectif, c'était faire au plus vite. C'est pour ça qu'à
à une certaine heure, j'ai téléphoné à la police et que je mettais tout en œuvre pour justement raccourcir soit une pendaison, une noyade. Et je voulais raccourcir le temps terrible pour éviter justement qu'il y ait trop de mauvaises choses dans la tête de Betty et qu'elle en finisse par... Donc vous pensez à ce supplice que vous vivez et à ce danger que l'autre ouais, vit. c'est pour ça que j'ai mis tout en œuvre. Je voulais presque jouer au policier pour raccourcir un peu le système. Et vous donc, Ralph, 1 an, et vous étiez en train de réagir Oui, sur bien ce sûr, message. parce que le mot de supplice que vous venez de prononcer, c'est le mot. C'est-à-dire que dans ma profession, je suis confrontée au pire drame, à ceux qui perdent leurs proches, leurs enfants, leurs parents, l'amour de leur vie, de morts, assassinés, etc. Et je le dis, je pèse mes mots, le plus dur à vivre, c'est la disparition. De ne pas savoir. Parce que c'est un foyage dans les entrailles en permanence. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est ce décalage entre celui qui disparaît, qui va envoyer un mot, soit laisser une lettre rassurante, soit laisser une lettre pour qu'il n'y ait plus d'espoir. Ensuite, qui va faire un petit mot, courage, avec un smiley. Comme ça, je savais qu'ils allaient être rassurés. Mais comment pouvoir penser qu'avec écrit courage avec un smiley, ça pourrait être rassuré? Ça pourrait être aussi, au bout d'1 an, ça y est, il va mettre fin à ses jours puisqu'il nous demande d'avoir du courage. Pour dire quoi? Même s'il y a un smiley. Enfin, voilà, il y a un vrai décalage total. Et quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on a choyé, quelqu'un qui a tout pour être heureux ou quelqu'un qui fait semblant d'être heureux, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il disparaisse, qu'il fasse le choix de disparaître alors que ça va bien. Et d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, la vérité, c'est qu'il n'allait pas bien. Et malheureusement, je crains que pour ceux qui fassent le choix de disparaître, c'est pas... La souffrance, entre guillemets, de leur famille doit faire partie du jeu. C'est-à-dire... du jeu, bien sûr, je pèse mes mots. Toi, tu dis, j'avais besoin de savoir aussi que, moi, ça faisait 3 ans que je souffrais, et puis j'avais besoin de savoir qu'ils se rendent compte un peu aussi, eux. Toi, t'étais pas dans une histoire où t'avais pas envie qu'ils souffrent, mais qu'ils vivent un peu sans toi. Ralph, vous avez acquiescé. Vous voulez dire quoi à ce moment-là? J'avais besoin que l'on pense à moi. Pendant tellement de temps, j'avais été celui qui ne veut pas créer de problème, celui qui est... Je me sentais souvent, même en société, un peu invisible, souriant, tellement passe-partout, tellement l'ombre de moi-même. Et de savoir qu'on pensait à moi, cette inquiétude, moi, me permettait d'avancer, me permettait de me dire, je ne suis pas tout seul. Ils ne me voient pas, ils ne savent pas où je suis, mais ils pensent à moi. Et peut-être qu'avoir donné un signe de vie trop tôt, ok, ils auraient dit l'histoire est pliée, il fait qu'un... Et ils arrêtaient de penser à vous. Et ils arrêtaient, tout le monde, pas ma famille pensait encore à moi, mais ils étaient sur une note positive. Et tout le monde retournait à ses occupations, bien que tout le monde... Donc ça explique effectivement cette année sans nouvelles. C'est-à-dire que vous avez l'authenticité, l'honnêteté de raconter quelque chose dont vous êtes senti coupable. De toute façon, on l'a compris. Mais en tout cas, il y avait ça. Il y avait cette idée que finalement la souffrance des autres était quelque chose de presque réconfortant. Et alors, vous envoyez donc ce mail, courage, et ça c'est au bout d'1 an, 12 mois, et puis vous allez réapparaître dans la vie de vos parents au 15e mois, et là aussi, j'ai envie de dire, vous utilisez les symboles, puisque vous décidez d'apparaître le jour de la fête des mères. Et vous réalisez que c'est un dimanche. C'est un cadeau. Et donc, le dimanche, vous savez que tout le monde est réuni dans le jardin, donc vous avez quasiment toutes les images dans votre tête, toutes les projections avant même que ça se réalise. Ah, le happy end, c'est tous les jours qu'on se l'imagine, c'est quelque chose de magnifique. Depuis l'idée de la surprise, c'est vraiment, il y a aussi ce côté, je n'existe plus, et la surprise des retrouvailles va être quelque chose de magnifique, quelque chose qui va réparer la souffrance que j'ai occasionnée. Alors, le jour des retrouvailles, parce que là, c'est presque cinématographique. Alors voilà, il y a le tour de l'Europe, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, toute la côte française, et puis on arrive en Belgique. Et on va se rapprocher, suivre son itinéraire jusque la maison, avec toujours ce journal de bord qu'on a gardé pendant tout le trajet, et qui est un peu le fil conducteur qui vous tient éveillé. Et enfin, cette cabane où, avant la disparition, on avait caché le sac, le vélo,
Et là, on s'apprête à passer ces dernières nuits. Alors, c'est le mois de mai, il fait froid. On a mangé rationné, on est épuisé, on a mal dormi, on est malade. Et puis, on est content parce qu'on y est arrivé. Avant la disparition, on avait du mal à se regarder dans le miroir, on se trouvait moins que rien, on n'avait pas de job. On était seuls, vie sentimentale impossible, prisonnier, dépendant de ses parents. Et là, vous vous sentez incroyablement indépendant? Indépendant, invincible, et surtout heureux parce que tout s'arrête enfin. Alors il y a l'émotion, il y a aussi... Qu'est-ce qui s'arrête? Cette fuite? Cette quête? Cette vie, c'est une vie. C'est 15 mois où finalement on n'est plus qu'un cycliste... Sans identité. Sans identité, un fantôme sur son vélo, sympathique fantôme que tout le monde qui a fait tellement de rencontres, qui a vécu des choses tellement hors du commun et qui va redevenir la personne qu'il était avant, mais transformée complètement. Donc la rencontre. Ce que là, vous voyez de loin, c'est que ils sont dans le jardin, officiellement, c'est ça, ce jour-là? Alors, je regarde ma montre, hein, tout est programmé, un peu comme à mon départ, à la seconde près, à 15 heures précises. C'est bon, on avance vers l'inconnu, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Alors, on quitte la forêt, il y a la prairie, et on arrive au bout du jardin. Voilà, le premier coup d'œil pour savoir qu'est-ce que je vais voir. On voit la maison est entretenue, le jardin est entretenu, la pelouse est tondue. Ok, c'est bon signe, ils sont toujours vivants, ils ont survécu. Alors on traverse la rivière, parce qu'il y a une rivière. On apparaît, et là on regarde. Et on voit, il y a de la vie dans la maison. Je vois mon père qui passe, avec une brouette de bois pour le barbecue. Et on reste figé, on regarde. Et puis il s'arrête. Il vous voit, il ne comprend pas, il croit que c'est le fermier. Il ne réalise pas, donc il fait signe. Il faut savoir qu'il est à 500 mètres, donc je suis tout petit au loin, c'est un grand jardin. Et puis il approche, il arrive parce qu'il ne comprend pas pourquoi cette personne là-bas dans le jardin ne bouge pas. Et puis au fur et à mesure qu'il se rapproche, il va pas croire, il va en réaliser en fait que c'est moi. Il dit c'est Ralph. Et puis là, voilà, il saute dans mes bras et puis c'est tout est fini. Il saute dans tes bras. Ouais, c'est Il saute dans tes bras. dans mes bras. C'est pas toi qui cavale dans ses bras. C'est il saute, ton père saute dans tes bras. Mais c'est important pour ceux qui ont attendu. Moi, je parle non pas en tant que fugitif. Tu vois ce que je veux dire? C'est grand, c'est beau. Non? C'est les retrouvailles comme je les imaginais. Ah bah voilà, impec. C'est Hollywood. Ouais, non. Et puis après, directement, après on se rapproche et puis il y a la maman qui cuisine, maman qui arrive et qui elle aussi n'y croit pas, qui s'attendait finalement à ce que je rentre plus tard, qui depuis longtemps est réconfortée par mon email et puis voilà, elle aussi redécouvre son fils et elle aussi je la prends dans mes bras. Et puis les frères et sœurs et tout le monde arrive et puis voilà, c'est les grandes retrouvailles, le condensé d'émotions. Toujours un peu surréaliste, complètement. On passe vraiment de sans-abri dans la forêt perdue et qui retrouve un milieu dans lequel il se sentait mal et qui aujourd'hui est merveilleux, complètement. Juste qu'on visualise bien cette scène. Donc effectivement, vous la mettez en scène, vous êtes acteur de votre existence à ce moment-là. C'est aussi fort que ce que vous aviez imaginé. On va voir si c'est quelque chose que vous conseillez à tout le monde. Le tour dans l'Europe en lui-même, c'est une expérience merveilleuse. Donc, il suffit de prendre son téléphone et de dire, vous savez quoi, je vais partir faire le tour d'Europe. Oui. Maintenant, la disparition, non, c'est quelque chose qui va générer de la souffrance. C'est quelque chose de dangereux. C'est tant pour soi-même que pour les proches. C'est pas quelque chose que l'on conseille. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre incroyable histoire? Un garçon courageux qui était au bout du rouleau et qui est ressuscité. Quelqu'un qui se pensait, qui se croyait fini, comme énormément de gens malheureux, énormément de jeunes perdus, sans repère, qui ont des problèmes à tout point de vue, et de leur dire qu'il y a une force en chacun de nous, une force qu'il faut aller chercher. Et cette force,
Je suis allé la chercher dans ce tour de l'Europe qui m'a Mais transformé. encore une fois, au fond, on peut faire le tour de l'Europe, Ouais. et ça arrive à plein de gens sur cette terre, effectivement, de s'affranchir de la vie d'avant, etc. Et l'aspect disparition, l'aspect souffrance, l'aspect inquiétude, au fond, vous avez la sensation que c'était nécessaire à ce voyage initiatique? Ou est-ce que finalement, vous auriez pu... Non, je voulais quand même être pris au sérieux sur le fait que j'étais très mal avant. Il y a toute une phase que tout le monde ignorait, que j'étais le seul, que j'ai tout porté. Et c'est une erreur, bien entendu, de porter tout seul sa croix. Donc, c'est la morale. Voilà, parler. Moi, j'avais un livre, j'avais mon journal intime. J'en ai fait un deuxième pendant mon tour de l'Europe, qui sera publié bientôt. Et c'est une alternative, mais c'est pas la solution. Garder tout pour soi, c'est se faire du mal à soi-même. Et ça finit par exploser. Betty, donc vous étiez mère de famille, 4 enfants, en burn-out, vous avez envie que les choses changent. Vous prenez un train, vous allez à Lourdes, vous avez en tout cas un objectif, une idée fixe qui permet de traverser tout ça. Vous ne vous alimentez pas, vous vous retrouvez hospitalisé, mais vous êtes tracé grâce à un coup de fil. Et donc, un matin, vous vous réveillez à l'hôpital, et là, l'infirmière arrive avec ce cadre. Et dans ce cadre, il y a toute ta famille. Est-ce que vous comprenez tout de suite d'où sort ce cadre ? C'est un choc. Et puis, je me dis comment il est arrivé là. Et puis, au moment où je pense Pascal, il entre dans la chambre. Et voilà, il a pris la route et il est venu me chercher. Et là, j'ai à un moment donné un peu peur parce que je ne sais pas ce qu'il va me dire, s'il va être fâché, pas fâché. Et donc, il s'approche du lit et je me mets encore à sangloter. Je lui demande pardon. Et là, il prend ma main et il me dit « On va se battre ensemble ». Et lui, à ce moment-là, il a un objectif, parce que pour que je sorte de l'hôpital, je dois recommencer à m'alimenter. Et je veux pas, parce que j'ai pas encore trouvé ma solution, j'ai pas encore mon miracle. Et donc, il me donne une compote et j'y arrive pas, ça brûle. Et puis, il cite chacun des enfants. Il me dit « Voilà, ça c'est une cure pour Julien ». Et puis une pour Louis, et puis une pour Pierre, puis une pour Jean. Puis il me dit une pour moi quand même aussi. Et c'est vraiment difficile pour moi d'avaler ces cuillères, mais d'un autre côté, je me dis que si je ne recommence pas à m'alimenter, je pourrais pas sortir de cet hôpital, et je pourrais de toute façon rien faire, et voilà. Et t'en es sorti. Et j'en suis sortie. Le point commun, en réalité, de ces deux histoires, c'est une très grande souffrance. Mais en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que je veux pas du tout qu'on entende qu'il fallait pas le faire, puisque de toute façon, à ce moment-là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on arrive à un tel niveau de souffrance que, de toute façon, il n'y a pas le choix. En revanche, ce que je veux qu'on dise, c'est qu'il y a d'autres moyens de soigner cette souffrance ou d'être pris en charge pour la souffrance. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, on n'est pas en arrivé là. Et on n'est pas en arrivé à ce qui risque de devenir ensuite un drame absolu et passer d'une disparition volontaire à une disparition définitive involontaire, en tout cas involontaire dans ce que vous vouliez. Et c'est pour ça que je voudrais passer aussi un appel à des disparus volontaires qui pourraient regarder cette émission, pour qui se pose la cruelle question du retour et qui devient une question insoluble. C'est un piège, vous l'avez dit. Ça devient pire de revenir que quand on était parti, parce que maintenant, Pouvoir assumer. non seulement il va falloir revenir, mais comment est-ce que je vais être accueillie, etc. Le message pour moi, c'est surtout de dire aux personnes qui ont choisi de disparaître, ce n'est pas si difficile de réapparaître. Ça vous paraît aujourd'hui quelque chose d'extrêmement périlleux, et en réalité, c'est qu'un tout petit pas à faire, mais c'est un petit pas qui donnera beaucoup de bonheur. Et c'est ça aussi, je voudrais qu'on entende de la part de ces deux témoins, qui sont tous les deux capables de vous dire, en fait, la disparition, c'était une chose, mais c'est la réapparition qui m'a donné beaucoup de bonheur.
Merci Cathy pour ce message. On va continuer, nous, cette conversation. Je vais vous montrer un reportage qui devrait vraiment vous intéresser. Mais je sais que vous avez un impératif. Donc merci d'avoir été avec nous, en tout cas. On va regarder ce reportage de quelqu'un qui, effectivement, est du point de vue des familles, puisque c'est quelqu'un qui a monté une association. Il s'appelle Thierry Coulon. Et ces familles qui sont souvent désemparées, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et il a décidé, donc Thierry Coulon, de consacrer son quotidien, sa vie à ce combat pour aider les familles, pour les soutenir dans les démarches, mais aussi pour un soutien psychologique. On regarde le reportage, on en parle juste après. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes de disparition. Pour les adultes, effectivement, il y a entre 9 000 et 12 000 personnes qui disparaissent chaque année. Je me suis dit, j'ai certaines connaissances, j'ai certains réseaux, pourquoi je les activerais pas pour essayer d'aider les familles. L'enquête, elle commence déjà par le coup de téléphone qu'on reçoit de la famille. Voilà, qui nous dit, bah voilà, je suis à la recherche d'un tel ou d'un tel. On va se rendre sur place, je vais voir avec eux ce qui a été fait de leur côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, bonjour monsieur Coulon. Vous allez bien? On est là pour aider les familles, on est là pour les accompagner, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est qu'avant tout, on les aide le maximum de nos possibilités pour retrouver les leurs. Ma sœur est partie le 30 juin 2013. Elle a disparu. Ça va faire donc presque 4 ans qu'elle est partie maintenant. D'accord. Plus de nouvelles du tout. Jusqu'en mai 2015, on a reçu, c'est moi qui ai reçu une amende. Donc, des fois, les personnes se sentant à l'abri, au bout d'un certain temps, décident de reprendre une vie à peu près normale et en reprenant une ligne téléphonique ou en refaisant leurs papiers, ils rouvrent un compte. Puis là, on arrive à les retrouver. Elle aurait les cheveux plus grisonnants et elle aurait maigri. Apparemment, elle ne veut pas tellement nous revoir. Bon, moi, je respecte. Je respecte tout à fait, mais c'est simplement pour savoir, parce que là, elle a eu 60 ans. Donc, savoir sa santé. Depuis ce jour-là, je ne peux plus continuer mon travail parce que j'ai une insuffisance respiratoire. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais c'est un tout. Et qu'au fur et à mesure, je m'épuise parce que je pense que je suis constamment angoissée de ne pas avoir de nouvelles. C'est très égoïste de partir. Parce que vous partez, mais derrière, vous avez toute la famille qui est en larmes. Ils sont complètement désemparés. Et c'est vrai qu'il y a une incompréhension totale. On est là aussi pour leur expliquer qu'il faut du temps pour que ça bouge, que les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts et que la patience, c'est important dans ce genre d'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ça a toujours été une personne très seule. Et au moment de son départ, elle était vraiment déstabilisée psychologiquement. Ça faisait déjà à peu près 2 ans qu'elle était en arrêt de travail. Par rapport à quoi? Par rapport à... Dépression. On vit une vie complètement différente de la vie que les gens pouvaient mener avant. Il y a un stress permanent, une précarité même au niveau professionnel. Donc les gens ne sont pas tous prêts à ça. Et c'est vrai que ça pousse les gens à vouloir changer de vie parce que ce qu'ils ont devant eux ne leur plaît pas. L'avis de recherche va être déposé sur le site. Oui. On va voir tout ce qui est association d'aide à la précarité. Donc on va les alerter. Suivant ce que je vais trouver, je vous alerterai. On ira jusqu'au bout. La venue de Thierry Coulon, ça représente un grand espoir pour moi. Je la ressentais plus, ma sœur. Entre frères et sœurs, on ressent un peu les choses. Et là, à nouveau, je pense que je vais pouvoir la retrouver, avoir des bonnes nouvelles. J'ai besoin de me sentir utile, d'être auprès des familles, de les guider, de les aider du mieux que je peux. Il n'y a rien de plus beau que de voir à nouveau une famille réunie. Il n'y a rien de plus beau, de retrouver le sourire sur chacun d'eux. Alors, vos réactions dans un instant. Je dois vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc, Aude, Brigitte et Luc. À quoi vous pensez, Ralph, quand vous entendez ces situations, par exemple? Est-ce que ça vous replonge dans ce que vous avez vécu? Disons que c'est tout l'envers de ce que j'ai vécu moi. Bien entendu, on en est conscient. Durant mon voyage, j'ai passé mon temps à m'imaginer cette situation.
Voilà, on sait qu'ils souffrent et on comprend bien entendu qu'on va générer de l'inquiétude et c'est dur à dire, mais ça me faisait chaud au cœur de savoir qu'on pensait à moi et voilà, et d'attendre avant de réagir était difficile. C'était voilà, ils vont tenir le coup, je garde espoir et on va attendre. Et d'ailleurs, vous, Ralph, qui avez vécu cette disparition volontaire, quelle est votre sensation? Parce qu'on a compris que là, la dame qui a disparu dans le reportage, on sait qu'elle est vivante et elle a disparu, que c'est volontaire. Vous avez la sensation qu'il faut la laisser tranquille ou vous comprenez que les proches aient encore envie d'avoir des infos? Ah, je comprends totalement qu'ils veulent avoir une réponse, parce que tant qu'ils n'ont pas de réponse, ils ne peuvent pas passer à autre chose. C'est comme quelque chose qui vous suit. Finalement, un décès, on peut passer à la phase de deuil. La disparition, on reste tout le temps en haleine. L'espoir, et l'espoir ne s'arrête jamais. C'est une torture sur le long terme. C'est une douleur qui ne s'arrête qu'une fois une réponse. Et torture, vous dites depuis que vous êtes rentré, ou c'est un mot que vous aviez à l'esprit même pendant? Pendant, oui. Torture. Vous auriez pu dire torture ou supplice. Dur, c'est une dureté, on va dire, envers moi-même. Je ne veux pas dire cruel, parce que cruel sous-entend qu'on a du plaisir à faire souffrir les autres, ce qui n'était pas du tout mon cas. Au contraire, j'étais très, très angoissé à savoir que ma famille souffrait. Je veux dire une dureté qui a d'abord été envers moi-même pendant très longtemps. Je me suis fait souffrir moi-même, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et puis, une dureté après qu'on impose aux autres. Et voilà, on a beau croiser les doigts, se dire ils sont forts comme moi, ils sont en groupe, ils sont 7, je suis tout seul sur mon vélo, ils vont tenir le coup. Mais c'est jamais garanti. Et vous avez dit plusieurs fois ils vont tenir le coup, ça veut dire quoi dans votre vocabulaire? Ils vont tenir le coup, en tout cas pendant cette épopée. Ils vont tenir le coup, ça veut dire quoi? Ne pas tenir le coup, ça voudrait dire quoi? D'abord garder espoir, ils vont continuer à vivre, ils vont reprendre la vie qu'ils prenaient et ne pas s'emballer dans des recherches, partir dans tous les sens. Ça m'aurait angoissé de savoir qu'eux aussi étaient partis dans toutes des directions et qu'ils se mettaient aussi en danger. Et qu'ils mettaient leur vie entre parenthèses. Voilà. Savoir qu'ils étaient à la maison. Et c'est pour ça que vous dites, quand vous voyez que le gazon est tondu, vous dites, bon, la vie a continué quand même. La vie a continué, ça m'a rassuré. Par rapport au reportage, moi justement, je voudrais faire une remarque. Je pense que c'est pas vraiment une démarche égoïste de partir. Parce qu'il y a des personnes qui disparaissent parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont un fardeau pour leur famille. Elles ont l'impression que... Et donc justement, j'ai l'impression que parfois elles disparaissent en se disant, sans moi, ils seront soulagés. Et moi, dans mon cas, je ne suis pas partie parce que je voulais être égoïste. Au contraire, je voulais sauver ma famille. Donc je suis un petit peu choquée quand j'entends c'est égoïste de partir. Et je ne veux pas dire que le cas de Ralph est égoïste, parce que même lui, dans son cas, il voulait se reconnecter à lui-même et il voulait surtout sortir de ce vide dans lequel il vivait. Et je crois que Ralph, franchement, vous félicite parce que vous arrivez à expliquer, c'est assez subtil. Au premier abord, on se dit, mais franchement, pourquoi ce gamin a fait souffrir ses parents? Et puis on comprend qu'il y avait une vraie souffrance. Et puis vous avez l'honnêteté de reconnaître ce qu'on appelle ses erreurs, c'est-à-dire de reconnaître que finalement leur souffrance faisait partie de votre reconstruction. C'est-à-dire qu'au fond, vous aviez la sensation de compter. Oui, c'est quelque chose qui est un peu comme dans le ciel, qui vous suit et qui vous aide de savoir que ils pensent continuellement à vous tous les jours, comme moi je pense tous les jours à eux. C'est un peu, voilà, certains ont un Dieu, d'autres, voilà, ont la famille qui... C'est une pensée, une croyance qui accompagne. Ah, il y a quelque chose de... Oui, il y a un mystère, donc il y a une croyance qui va se créer sur quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais... Et qu'est-ce que vous avez découvert en rentrant que vous n'aviez pas imaginé? Disons, j'ai retrouvé une famille qui m'aime énormément, chose que je savais, mais que je ne voyais plus depuis longtemps, tellement j'étais aveuglé dans mon calvaire sentimental, professionnel, social. J'étais tellement enfermé et là, j'ai redécouvert un peu des liens très, très solides qui... Il a fallu cette rupture pour mettre à nu tous les liens, les faire sortir au grand jour. Alors Brigitte, là, on a vu un homme, Thierry Coulon, mais c'est une association, il y a des bénévoles? Oui, ils sont 84 bénévoles, dont parmi les bénévoles, il y a 30 policiers et anciens gendarmes à la retraite qui savent enquêter et qui entraînent, entre guillemets, les nouveaux bénévoles pour qu'ils sachent un petit peu s'en sortir. C'est un boulot, ouais, j'imagine. Et oui, c'est pour ça. Et justement, en ce moment, ils recherchent des bénévoles. Alors, j'en profite pour le dire, mais pas que des gendarmes et des policiers. Hein. Ils cherchent aussi, c'est ouvert à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. D'accord. Voilà. Et il y a des antennes
un peu dans toute la France. Il y en a dans la région PACA, en Bretagne, en Rhône-Alpes, en Île-de-France. Mais ils veulent ouvrir d'autres agences. Depuis que ça existe, on sait combien de familles ont pu être aidées? Ils ont aidé déjà 500 personnes qui ont été retrouvées ou resituées. Et ils font à peu près entre 30 et 50 dossiers par an. Voilà, moi je dis bravo à Thierry parce que c'est une belle initiative. Au fond, oui, c'est vous, Pascal, l'être humain ici le plus concerné par ces familles. C'est normal. Vous comprenez le fait qu'il y ait des associations en dehors des pouvoirs publics finalement qui s'y... Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est un outil supplémentaire, si je puis dire. Vous disiez vous-même, à un moment donné, vous étiez en train de errer au bord du canal. En fait, vous ne savez pas bien par quel bout commencer. Non, tout à fait, non. Mais moi, dans ma tête, il fallait que j'aille très vite. Jouer vraiment au chien policier et aller le plus rapidement possible. Bon, ils ont d'autres procédés que moi. Hein. Moi, je ne suis pas ni policier, ni enquêteur, ni expérimenté. Si ce n'est que c'est une très bonne initiative pour moi. Donc cette association, et puis il y a des gens sur Internet qui peuvent nous aider? Ben oui, Internet, un formidable outil de diffusion d'informations et d'avis de recherche. Alors moi, je vous ai fait une petite sélection de sites Internet, justement, qui peuvent aider les personnes à chercher un proche disparu. Le premier site s'appelle manuassociation.org. Manu parce que c'est l'histoire, pour que vous compreniez, c'est l'histoire d'Emmanuel. Emmanuel, le fils de Jean-Yves Bonissant et de sa femme Pascal. Ils ont un fils donc, qui a 20 ans et ça se passe le 16 février 1996 quand Emmanuel doit prendre un train depuis Morlaix en Bretagne pour se rendre à Paris changer de train et retrouver sa petite amie à Rouen. Eh bien ce jour-là, sa petite amie l'a attendu, il n'est jamais descendu de ce train. Alors l'a-t-il vraiment pris ? Personne ne le sait. Et donc là, Jean-Yves va remuer ciel et terre. C'était un fan de football, fan du RC Lens. Alors il se débrouille pendant des matchs de foot pour faire mettre des grandes banderoles. Manu, appelle-nous, fais-nous un signe. Bon, il met des affichettes partout dans les commerces, des avis de recherche. Il fait placarder sa photo sur des camions d'un magasin de bricolage dont il connaissait le patron. Voilà, et il est sans nouvelles de son fils. Et un jour, avec les balbutiements d'Internet, en 1999, il monte son site. Et le site, en fait, donc Manu Association, bien l'idée, c'est de pouvoir, tout un chacun peut publier des avis de recherche pour un proche qui a disparu. Parce qu'en fait, l'idée, elle est simple, c'est de se dire que il suffit qu'une personne ait pu voir le proche que l'on recherche et faire un signalement, et ça peut déclencher, et ça peut résoudre une affaire. Donc c'est vraiment pour des gens qui finalement cherchent un signe de vie. Voilà, un signe de vie, c'est totalement gratuit, hein, c'est un petit peu comme l'initiative de Thierry. On dit, voilà, je cherche ma sœur, je cherche mon mari, voilà, et je publie des photos, avec des photos, voilà. Et depuis le temps, tous les ans, Jean-Yves reçoit à peu près 300 demandes d'aide, et donc d'avis de recherche, et il a déjà retrouvé une quinzaine de personnes. Donc même si c'est que ça, c'est déjà pas mal, quoi. Est-ce qu'ils ont des nouvelles de leur propre fils? Ça fait 21 ans, ils sont toujours sans nouvelles de leur fils. Et ils ont même, alors pour la petite histoire, il y a toujours sur la poutre de l'entrée de la maison une enveloppe où il y a écrit pour Manu, où il leur laisse une lettre au cas où ils seraient partis faire des courses ou aller en vacances pour dire ne pars pas, on est sortis, mais ils ont toujours espoir après 21 ans que leur fils revienne toquer à leur porte. Qu'est-ce que vous ressentez, Ralph, quand vous pensez à ces parents-là? Oh mon Dieu, c'est hard. 21 ans, j'avais envie de dire, moi j'allais revenir, donc il y avait cette volonté, je savais qu'il y avait une fin programmée, eux ils ne savaient pas, donc c'est un jeu dangereux bien entendu, et j'ai eu beaucoup de chance que tout se soit bien terminé, de ne pas avoir d'imprévu, de disparition cette fois-ci involontaire. J'ai eu cette chance-là, donc une étoile qui veillait sur moi, et voilà. Deuxième site, personnedisparue.com. Personnedisparue.com est à l'initiative de Patricia Faguet. Son nom vous dit peut-être rien, mais cette femme, en fait, est journaliste et elle travaillait pour la célèbre émission de Jacques Pradel, Perdu de vue. Et donc, quand l'émission s'est arrêtée, de Jacques Pradel, elle a décidé de monter ce site parce que pour elle, c'était vraiment sa vocation, et elle a créé ce site personnedisparue.com, et parce que c'était sa mission sur Terre. Elle se dit, il faut aider les... C'est pas juste un job pour elle. Et elle, non seulement donc, elle publie sur son site des avis de recherche, mais aussi elle a tout un staff d'enquêteurs, de journalistes qui sont là pour vous aider dans vos recherches, parce qu'on ne sait pas à quelle administration il faut taper pour avoir des informations. Donc
donc c'est Là, vraiment c'est un service payant pour le c'est vraiment, voilà. Ouais. Ça, là, c'est vraiment un service payant, mais qu'elle ne facture que s'il y a un résultat, si elle retrouve la personne. D'accord. D'accord. Et sur son site, il déclare avoir, sur 5 dossiers, ils en ont retrouvé 4 chaque fois. Donc c'est quand même un sacré succès, quoi. Ah ouais. Voilà. Et je précise que ce site aide aussi les personnes les personnes qui sont nées sous X et qui recherchent leurs parents biologiques. Eh bien, c'est la même vocation aussi de ce site qui s'appelle jeterecherche.com. Des personnes disparues, des personnes qui recherchent leurs parents biologiques, mais aussi des personnes qu'on a pu connaître il y a très longtemps et qu'on a perdu de vue. Ça peut être des anciens amis de classe, par exemple. Et le petit côté insolite aussi de ce site, c'est que si vous avez croisé une belle inconnue dans la rue et que vous voulez la retrouver, eh bien aussi, on peut publier « Je vous ai croisé tel jour sur la ligne 3 du métro ». C'est pour la France. Ça, c'est pour la France, mais ça existe aussi en Belgique aussi. Bonsoir. Je crois qu'il est en train de dire ce qui me fait plaisir. Je t'ai croisé dans la rue. Aude, on a dit tout à l'heure, les chiffres sont difficiles, entre 10 000 et 13 000 disparitions en France chaque année. Et alors, au Japon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, et c'est quasiment un phénomène de société. Oui, c'est un phénomène de société, en effet. Ils sont chaque année 100 000 à disparaître volontairement, à s'évaporer dans la nature. D'ailleurs, on les appelle, ce phénomène, il a un nom, on les appelle les évaporés du Japon. Il y a un livre qui est sorti de Léna Mogé, une journaliste française. Et donc 100 000 personnes, c'est quand même l'équivalent à échelle française de la population de la ville de Nancy ou de la ville d'Orléans. Chaque année, toute la population qui disparaît. Donc c'est vraiment un phénomène de société. Et cette journaliste, justement, quand elle est partie au Japon pour enquêter, elle a fait beaucoup d'allers-retours pendant 5 ans. Au départ, évidemment, il y a tout un tabou autour de ça, on en parle très peu. Donc au départ, les gens ne parlaient pas forcément, mais très vite, elle s'est rendue compte que quasiment tout le monde, là-bas, connaissait quelqu'un qui avait disparu. Alors, dans sa famille, parmi ses collègues, parmi ses amis ou des amis d'amis, tout le monde avait une connaissance ou une connaissance lointaine, une histoire à raconter un sujet qui sur touchait les vraiment disparitions. les populations. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce qu'elle a commencé dans son enquête à avoir des explications? Pourquoi au Japon disparaît plus? Alors, parce que là-bas, l'échec est intolérable. C'est dans la société, dans la culture nippone. Donc, ça peut être des jeunes qui ont raté leur bac, qui disparaissent. Des jeunes qui ont peur de rater un examen, qui ont peur de décevoir leurs parents, qui disparaissent. Des gens qui sont licenciés ou des gens qui ont des dettes et qui veulent, alors vous l'avez dit tout à l'heure, qui veulent épargner leur famille, épargner le déshonneur que ce qui leur arrive pourrait impliquer pour leur famille. Donc finalement, c'est des personnes qui se sacrifient, qui décident de mettre leur vie entre parenthèses, parce qu'on va le voir, c'est quand même souvent des destins tragiques, et qui donc partent loin, quittent leur famille, quittent leur maison, leurs parents, leurs conjoints. Ce qui est paradoxal, c'est que donc, ce sont des gens, dans une culture où l'échec n'est pas tolérable, qui vont vouloir se soustraire à la vie, et ne pas infliger l'échec à leur famille, mais ils leur infligent de l'inquiétude. Alors, en réalité, vous allez voir que très vite, généralement, les familles passent à autre chose. Déjà, les familles passent sous silence. C'est une honte pour eux. Donc, on étouffe. Donc, l'échec est une honte et la disparition d'un proche est également une honte. Et de la même manière que le suicide d'un proche est également très, très mal perçu et donc est une honte pour ces familles. Du coup, les familles étouffent, font croire que la personne est décédée, par exemple. Elles n'en parlent absolument pas et donc elles ne mènent pas de recherche. Et d'ailleurs, il y a très peu d'associations comme celle qu'on vient de voir là-bas, parce que finalement les familles ne cherchent pas leurs proches et d'ailleurs assez régulièrement les conjointes de personnes disparues refont leur vie très vite parce que le célibat aussi et le fait d'être seul. Alors qu'il était juste allé à la piscine. Alors oui, c'est ça. Et donc dans ce livre vraiment que je vous conseille, il y a des histoires incroyables, des histoires dignes d'un film. Et donc les histoires, ça veut dire que cette journaliste a rencontré des gens qui étaient évaporés. Elle a rencontré énormément, un certain nombre d'évaporés. Alors le premier, c'est Teruo. Teruo, il a 30 ans. Et lui, un jour, il va à son travail et son patron lui annonce qu'il est viré. Impossible pour lui d'imaginer repartir chez sa femme. Là-bas, par exemple, il faut savoir que l'adversaire, le film L'Adversaire, le gars qui fait croire qu'il part travailler, qui se met sur qui tous les matins part en faisant croire qu'il part travailler. C'est ce fait divers. C'est cet homme qui a fait croire pendant longtemps qu'il était médecin et qu'il n'était pas. Bon, ça s'est fini en boucherie, mais là-bas, c'est très régulier. Quand on est licencié, il y a beaucoup d'hommes, souvent des hommes, parce que ils ont un rôle à tenir, qui font croire qu'ils ont toujours leur travail pour ne pas avouer à leur femme, elle l'explique très bien dans son livre, qu'ils ont perdu leur emploi. Et lui, Teruo, il n'a pas osé rentrer chez lui. Il a été licencié immédiatement, il est parti. Il est allé où et faire quoi? Alors, il est parti, il a travaillé, il a vivoté, il a fait des petits boulots pendant 2 ans, et c'est la mafia, les yakuza, qui récupèrent
s'est évaporé parce que pour eux, c'est parfait, ils posent aucune question. Ils sont très contents d'avoir une petite source de revenus. On leur demande rien sur leur identité. Donc lui, il a travaillé pendant 2 ans pour la mafia sur des chantiers. Et un jour, il a quand même voulu revenir, ce qui est assez rare. Il a voulu revenir. Il est réapparu dans la vie de sa femme, qui elle n'avait pas encore refait sa vie. Et alors, il lui a jamais parlé de ses errances au sein du crime organisé, mais lui, il dit aujourd'hui que sa vie est brisée et que c'est extrêmement compliqué pour lui de reprendre le cours de sa vie parce que tous ses proches lui en veulent énormément d'avoir disparu. Donc voilà. Sans dans le regret, quoi, un petit peu. Ouais, enfin c'est ça. Il a jeté il voulait éviter justement à sa famille ce fameux déshonneur dont je vous parlais. Et puis voilà, c'est tout l'inverse qui s'est passé finalement. Alors, du coup, puisque c'est un phénomène, comment c'est possible qu'il y ait autant de gens évaporés? Ouais, comment on peut disparaître aussi facilement finalement, parce que c'est assez facile. Et c'est parce qu'en fait là-bas, les données administratives sont pas du tout centralisées. On habite dans des districts, comme des régions qui sont très indépendantes les unes des autres, qui ne communiquent pas et donc qui n'ont pas le droit de s'échanger pour la liberté, pour que chacun ait sa liberté, qui n'ont pas le droit de s'échanger des données. Donc on peut très bien changer de district, mais garder son identité, garder son numéro de sécurité sociale par exemple, et commencer une nouvelle vie ailleurs sans avoir aucun problème. Et comme les familles ne recherchent pas leurs proches disparus, c'est plus simple. Et puis pareil, la police, les forces de l'ordre, entre guillemets, ne mènent pas l'enquête non plus. Il y a très peu d'enquêtes qui sont ouvertes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des retrouvailles, finalement, des gens réapparaissent, ou est-ce qu'il y a des tragédies? Il y a très peu de retrouvailles heureuses. Je pense par exemple à une femme qui s'est évaporée parce qu'elle avait un amant. Et elle est partie, elle a laissé son fils, qui était tout petit, il est parti à l'école, elle s'est évaporée. Et elle a voulu reprendre contact par exemple avec son fils. Au bout de 15 ans, elle l'a appelé et voilà, il n'a absolument pas tendu la main. Et puis ça a été dramatique pour elle. Elle a réalisé que son amant s'était suicidé après son départ, que son mari avait été fauché par une voiture, bref, et que son fils ne voulait pas lui pardonner. Donc finalement, elle a perdu à la fois tous les hommes de sa vie, son fils. Donc assez régulièrement, c'est quand même des cas assez tragiques. Mais ça en dit long sur la société japonaise. Et voilà, je vous le recommande, c'est des histoires palpitantes. Merci beaucoup. Merci les camarades. Ce qui est important de dire, Ralph, c'est que vous nous avez raconté de l'intérieur cette, j'allais dire cavale, c'était presque un lapsus, mais en tout cas 15... Le périple. Voilà, votre évaporation pendant 15 mois. Et vous avez donc écrit un journal, écrit vos sensations, vos émotions, les aventures, les mésaventures. Et donc ça va être publié? Oui, au jour le jour j'écrivais, et puis le livre en question est en phase de correction, il sera publié dans le courant de l'année, donc c'est pour ceux que ça intéresse. Comment vous allez l'appeler? Pour le moment, je suis à Journal d'un disparu. Ça va peut-être encore évoluer. Mais... L'évaporé de Belgique, je vous propose. En tout cas, merci sincèrement d'être venu nous raconter, encore une fois, de l'intérieur, ce que vous avez ressenti. Et merci pour cette authenticité. Betty, évidemment, la question, c'est de cette expérience, finalement. Vous aviez déjà publié un livre pour raconter votre histoire, parce que vous aviez vécu la maltraitance. Et de cette expérience, qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai appris d'abord beaucoup sur moi, que finalement, il fallait s'écouter, il fallait prendre du recul. Et cette expérience m'aide aussi encore plus aujourd'hui, puisque après cette expérience, je suis aussi devenue coach de vie, parce que du coup, je me suis un petit peu renseignée sur le burn-out. J'ai appris énormément de choses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, j'aide d'autres personnes qui sont en burn-out, parce que j'ai énormément d'empathie pour être passée par là, et je les aide à se recentrer, à être à l'écoute. Et quand je donne des conférences, puisque je suis aussi devenue conférencière, voilà, au niveau Betty, des personnes je fais exprès de vous couper. Vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes en train de faire? Vous recommencez ou bien? C'est dingue, mais je veille au grain. Bon, ça va. Donc il y a ces conférences et puis il y a ce livre. Donc ça c'est mon calepin que j'avais commencé. Je me suis dit voilà, toutes ces gouttes, c'est tout ce qu'on peut apporter pour un monde meilleur, mais c'est aussi toutes ces gouttes et parfois une petite goutte peut faire déborder le vase. Bon, en tout cas, aider les autres, aider évidemment, les autres, mais prendre soin de soi, c'est la morale de l'histoire. De toute façon, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. C'est ce que j'ai à retenir. Merci beaucoup. Merci Pascal d'être venu raconter cette histoire qui est douloureuse, évidemment, mais merci d'être dans la transmission. Merci à vous, merci les camarades, et merci pour votre attention. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez apprécié effectivement le côté exceptionnel de ces témoignages, et on se retrouve très très bientôt sur France 2. À très vite.
Jeudi, nos invités viendront partager avec nous le parcours original qui les a amenés à vivre dans l'ombre d'une star. À la maison, c'est Madame Tout-le-Monde, etc. Devant les caméras, c'est Madame Girardot. Aurélie a 20 ans lorsqu'elle devient un peu par hasard l'assistante d'un grand acteur américain. Il m'a dit, écoute, je cherche quelqu'un qui va m'aider, j'ai besoin que tu sois ma femme des années 50, ma mère. Si les premières semaines sont grisantes, Aurélie se retrouve 24 heures sur 24 au service de la star. On leur dit jamais non. Quand j'appelle l'armée de l'air américaine pour lui demander d'affréter un avion pour voler dans l'œil d'un ouragan, on me dit oui. Après avoir pris des cours de comédie, Léo finit par travailler dans un hôpital, jusqu'au jour où sa route croise celle d'une grande comédienne, Annie Girardot. C'est une vraie rencontre. Je me suis pris vraiment d'amitié et d'amour pour elle. On part à l'hôpital, puis là, elle me dit « Si j'apprends un jour que j'ai Alzheimer, je passe par la fenêtre ». Être dans l'ombre sera longtemps pour Jean-Pierre un gage de réussite. Son travail au service de protection des hautes personnalités lui a permis de côtoyer les puissants de ce monde. Je me souviens d'une visite du président Poutine qui, subitement le soir, avait décidé d'aller marcher sur les Champs-Élysées. On est dans quelque chose d'un peu surréaliste. À partir du moment où vous protégez une personnalité, vous acceptez le fait de prendre une balle. Ça fait partie du travail.